Tony Parker. Bonjour Tony. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, dans votre salle particulière de basket. On est ravis d'être ici à San Antonio avec Jacques et de partager ce moment avec vous. Jacques, c'est un habitué. Hein. Mais vous, c'est la première. Ouais. Première. Alors, le Texas? Ouais, magnifique. J'ai hâte de revenir, peut-être au mois de juin. J'espère bien. D'abord, Tony, j'aimerais que vous regardiez cette photo et qu'avec le chemin parcouru aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous voyez en regardant ce jeune homme au milieu des surfs? Pas un petit jeune inconscient, on va dire, avec beaucoup de rêves et je me donnais pas de limite en fait. J'espérais aller très très haut, mais en même temps, je savais pas trop ce que c'était en fait, parce que jamais j'aurais pu imaginer une carrière comme ça, d'être dans le 5 de départ. Parce qu'en plus, cette photo-là, je crois que c'est mon premier match dans le 5, si je me trompe pas, parce que c'est Orlando, et ça, c'est la première fois que Pop il me met dans le 5 majeur. Donc on rentre de l'avion et il me dit bon, tu vas être dans le 5 de départ demain. Et c'était mon 5e match en NBA, et c'est vrai que j'avais pas prévu ça. Est-ce que ce jeune homme a réalisé tous ses rêves? Même mieux, Ouais. même mieux. Comme je disais, je pouvais pas imaginer une carrière comme ça. C'est-à-dire que c'est mieux que mes rêves. Moi, je rêvais de jouer en NBA, d'être un joueur qui sort du banc et d'essayer d'apporter. Et voilà, c'était ça, moi, mes rêves. Mais jamais j'aurais pu imaginer All-Star, All NBA, MVP des finales, jamais. Pour moi, c'était trop loin, ça. C'est une force, cette inconscience, quelque part. Ah, bien sûr. Parce que c'est vrai que maintenant, des fois, quand tu es plus mature, peut-être tu réfléchis trop ou tu te poses trop de questions, alors que quand tu es jeune, tu te prends pas la tête. Hein. Tu joues et puis, de toute façon, si tu fais des erreurs, coach il dira ah, bon, c'est parce que j'étais jeune. On arrive au play-off, enfin cette année, après une longue saison régulière. Quel bilan tirez-vous de cette année, j'imagine, assez particulière pour les San Antonio? Ouais, non, c'est vrai qu'elle était un peu particulière. C'est jamais facile, de toute façon, de défendre un titre. On avait une cible sur nous. Tout le monde voulait nous battre. On avait l'impression que les équipes ils faisaient leur meilleur match à chaque fois contre nous. Et ça, on le sait très bien. Hein. On a déjà défendu 3 fois notre titre, et donc on sait que c'est très très dur. C'est dû globalement à des blessures, c'est dû aussi bien sûr, à la qualité de la conférence Ouest, où dès qu'on a des blessés, tu parlais de cible, mais je veux dire, l'odeur du sang attire les requins, voilà. Non, mais l'Ouest est très très relevé. Hein. C'est incroyable le niveau depuis que je suis arrivé en NBA. Je pense que la conférence n'a jamais été aussi élevée. Il y a 10 équipes, 11 équipes qui peuvent vraiment se qualifier pour les playoffs. Et même les équipes qui sont 12e, 13e, 14e peuvent te battre à n'importe quel soir. Donc c'est vrai que c'était difficile cette saison d'essayer de jouer à ton meilleur niveau tous les soirs. Et en plus avec l'usure et les blessures, parce qu'on a eu pas mal de blessures. Patty Mills, il loupe les 2 premiers mois. Thiago, il loupe les 2 premiers mois. Moi, pendant 2 mois, j'ai eu mon truc à l'ischio. Kawhi aussi, et ses trucs aussi pendant 2 mois. Donc on a eu du mal à trouver notre rythme de croisière cette année. Généralement, on le trouve pendant le road trip. Mais là, c'est venu après le road trip, même un peu plus tard que le road trip. Et vous avez douté? Tu as douté? Non, on n'a pas douté, mais c'est vrai que ça a démarré plus tard qu'on pensait. Moi, je pensais qu'on allait mettre un peu l'accélération vers mi-février, et c'est venu vers début mars. Est-ce que c'est difficile d'être dans une année de back-to-back? On sait que les Spurs... Toujours. Ouais. C'est toujours difficile pour n'importe quelle équipe, de toute façon, dans n'importe quel sport. Même pour vous, qui était un peu en quête bien de sûr. ce... Bien sûr. Nous, on n'a jamais fait de back-to-back, donc déjà, ça, c'est un challenge pour nous. Mais pour n'importe quelle équipe, dans n'importe quel sport, c'est toujours dur de défendre son titre. Et c'est un challenge pour vous, tu le dis, mais c'est aussi... Phil Jackson, pour ne pas le citer, qui dit les Spurs ne seront une dynastie que s'ils font un back-to-back. Ils n'ont jamais fait de back-to-back. T'en penses quoi? Bon, là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je pense qu'on est une dynastie quand même. Parce que ça fait 15 ans qu'on est au haut niveau. On a gagné 3 titres en 5 ans. Et après, de revenir 7 ans après et de regagner un titre avec le même corps de joueurs et le même coach, franchement, même ça, je pense même pas que ça a été déjà fait, ça. Donc on a prouvé qu'on a battu le record de nombre de saisons à 50 victoires, ça fait la 17e année.
Donc rien qu'en ça, on est une dynastie. Mais bon, il y aura toujours une petite concurrence entre Phil Jackson et Pop. Ah bon? Il aime bien le piquer. Est-ce que ça vous touche d'entendre des choses comme ça? Non, non, parce qu'on sait très bien que c'est pour nous piquer. Tu peux dire ce que tu veux. En fait, par rapport à Phil Jackson, bon, moi personnellement, j'ai énormément de respect pour lui parce que bon, j'étais un grand fan des Bulls à l'époque. Ça, c'était mon équipe. Hein. Quand j'étais petit, toute ma famille est de Chicago, donc j'ai toujours adoré les Bulls. Après, c'est vrai que ça a changé un peu. Quand tu joues contre lui, après, ça devient un adversaire. Et donc, c'est l'ennemi parce que quand je suis arrivé en NBA, Spurs-Lakers, c'était l'affiche. Hein. C'était vraiment des bons moments du début de ma carrière. On jouait contre eux presque tous les ans en play-off. Et c'est vrai que maintenant, je sais comment c'est ces tactiques en fait, d'essayer de te déstabiliser, donc on est habitué. On peut revenir sur votre blessure, Tony, qui vous a quand même bien enquiquiné. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai jamais eu ça dans ma carrière. J'ai eu des blessures, mais jamais vraiment graves. J'ai eu des entorses. Donc je touche du bois. Hein. J'ai jamais eu un truc comme, je sais pas moi, comme Derrick Rose. J'ai jamais eu ça. Donc dans ma carrière, j'ai quand même été plutôt chanceux par rapport à tous les matchs que j'ai joués, toutes les saisons, jouer tous les étés avec l'équipe de France, je m'en sors pas trop mal. Est-ce que ça vous a contrarié d'être comme ça à l'arrêt? Non, parce qu'en fait, quand j'étais blessé, je me suis dit qu'à un moment donné, faut bien que ça arrive. Parce que quand tu joues autant, ton corps, des fois, il lâche un peu. Et donc, c'est vrai que quand j'étais blessé, je me prenais pas trop la tête. Je me disais, bon, c'est normal, il lâche un peu, je peux pas trop lui en vouloir. Donc, j'espère que ça va se remettre vite. Mais c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, parce que j'ai jamais vraiment mis autant de temps de revenir d'une blessure, parce que ça m'a fait louper quand même 14 matchs. Et même quand je suis revenu, j'ai mis quand même un mois et demi avant de revenir à mon meilleur niveau. Donc, après, depuis début mars, maintenant c'est de l'histoire ancienne, je me sens très très bien. Donc, je me dis qu'à la fin, c'est quand même pas trop mal. Tu as retrouvé ton premier pas, tu as retrouvé ton dernier appui, on te revoit faire des flotteurs. Tu ne dépends pas que de ce shoot extérieur, qui est un énorme progrès. Tu as été un des meilleurs shooters de NBA à 3 points. J'ai un des meilleurs pourcentages à 3 points, j'ai un des meilleurs pourcentages dans les tirs à mi-distance, qui est d'ailleurs devenu une de mes grandes forces. C'était une de mes grandes faiblesses quand j'ai commencé ma carrière et c'est devenu une grande force. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment moi si je fais que ça. Moi, mon jeu à la base, c'est pénétrer, provoquer la défense, faire des tirs drop et donner de l'énergie à cette attaque qui est devenue célèbre l'année dernière avec notre grosse performance contre Miami. Oui, ça c'était du jeu vidéo, ça. Je pense que là, c'est toujours difficile de refaire du jeu vidéo. Je pense que l'année dernière, notre performance, je pense qu'on n'arrivera jamais enfin, je ne peux pas dire jamais, mais ça va être dur de revenir à ce niveau-là. Parce que je pense qu'on a atteint un niveau où ça frôlait le parfait. Même toi, en tant qu'ancien coach, je pense que tu n'aurais rien eu à dire là par rapport à tout. Non, la première mi-temps du match 3, je ne sais pas si tu te souviens, vous marquez 71 points. 72% au tir, un truc comme ça. 72% au tir, vous faites 19 sur 21 au départ au tir. Bon, vous avez été affreux. Voilà. Comment on le vit ça d'ailleurs? D'un côté, on se dit que c'était incroyable et on s'en rend compte. On est en train de jouer à un très très haut niveau. Mais pour revenir sur cette année, après, j'ai l'impression qu'on est un peu victime de notre propre succès. Parce que maintenant, à chaque fois que les gens ils regardent les Spurs jouer, ils ont envie de voir The Beautiful Game, la vidéo qu'ils ont fait sur nous, de nous rendre hommage. Voilà, ils veulent tout le temps ça et Pop veut tout le temps ça. Et on sait très bien que quand on joue au basket, on ne peut pas être parfait, c'est impossible. Et là, on a frôlé la perfection l'année dernière. Est-ce que c'est un titre qui vous a beaucoup marqué? Mais c'est mon titre préféré. Ouais. Ah ouais, largement. Parce qu'au début, j'ai 21 ans quand j'ai mon premier titre. Donc tout va vite. T'as du mal à imaginer quand même. T'as du mal à réaliser ce que tu viens d'accomplir. Parce que ça fait que 2 ans que je suis en NBA et on est champion. Je fais, ça va être facile d'être champion NBA. J'exagère, bien sûr. Et après, à 23 ans, on est champion encore. À 25 ans, je suis champion pour ma 3e fois en 5 ans. Et donc MVP. Et MVP des finales, donc j'étais premier européen et j'étais MVP de finale, donc tu as l'impression que ça va arriver tout le temps. Et après, bon, l'âge, tu vieillis, les autres équipes progressent,
et tu as du mal à revenir en finale, parce que c'est dur d'aller en finale NBA. Et je pense que de revenir 7 ans après, et j'apprécie encore plus, parce que maintenant je me rends compte de comment c'est dur de gagner un titre. Parce que 2012, on perd en finale de conférence contre Oklahoma, qui était quand même une très très forte équipe, et 2013, on perd en finale NBA en Game 6, ça restera à ce jour la plus grosse défaite de ma carrière. Et là, par rapport à l'âge qu'on a, on peut se dire, peut-être on n'y retournera jamais en finale, parce que rien n'est garanti dans la vie. Tu peux avoir plein de blessés. Regarde Oklahoma City, en 2012, tu aurais pensé qu'Oklahoma allait gagner 5 titres avec l'équipe qu'ils avaient. Et ils perdent James Harden, et après tu as Westbrook qui se blesse en 2013, tu as Durant qui se blesse cette année. Rien n'est garanti dans le sport. Tu peux avoir la meilleure équipe, mais c'est pas ce qui peut se passer. Donc le fait de revenir et de gagner et de jouer à ce niveau-là, c'est de loin mon titre préféré. Avec l'équipe de France. C'est 1A et 1B. Voilà, parce que l'équipe de France, j'ai tellement lutté pour ce titre, 10 ans de galère, de revenir tous les étés. Je les mets au même niveau, au niveau de l'émotion. Parce que ça m'a donné beaucoup d'émotions, ces 2 victoires-là. D'ailleurs, il y a une photo. Vous criez à la fin du match l'année dernière pour le titre. Cette photo, est-ce qu'il y a toute la frustration de l'année précédente qui est là? Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Il y a la frustration de l'année d'avant, parce que 28 secondes, plus 5, quand tu regardes l'histoire de la NBA, 98% du temps, tu gagnes le match, et là, on perd. Donc, c'était quand même assez incroyable, le scénario de cette finale. Et donc, le fait de revenir, c'est vrai que quand je crie comme ça, je me dis, mais les dieux du basket, c'est trop marrant comment ça marche, des fois. Parce que je me dis peut-être, voilà, c'était normal que LeBron fasse son back-to-back, parce que s'il aurait perdu contre nous, il s'aurait fait beaucoup critiquer, et nous on revient l'année d'après, et en fait tout va bien parce que lui il a eu ses 2 titres et tout s'équilibre. Voilà. Et c'est pour ça je dis c'est marrant comment ça marche le basket des fois. C'est comme avec l'équipe de France. 2011, j'ai l'impression qu'on avait notre meilleure équipe, mais on ne gagne pas. En 2013, je viens de perdre en finale NBA, j'ai du mal à me motiver pour l'équipe de France, je me pose des questions si je vais y aller. En plus tous nos intérieurs ils déclarent forfait, et on sait très bien qu'au basket européen c'est dur de gagner sans les intérieurs. Et donc là, je me dis, bon, non, vas-y, j'y vais quand même, c'est mon pays, il faut que j'y aille. Et c'est cette année-là qu'on gagne. Comme quoi, tu sais jamais quand tu vas gagner. Est-ce qu'il y a une rivalité avec LeBron, justement? Une petite, oui, bien sûr, une petite rivalité, parce qu'on les a joués en 2007 contre Cleveland. On les a joués en 2013, 2014, donc c'est vrai qu'il y a une petite rivalité, parce que LeBron, il nous a pris un titre, on lui en a pris un. et je pense qu'il a appris de vous aussi en 2007. Ah bien sûr, mais je pense qu'on l'a poussé. Je pense qu'on l'a poussé, et beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes disaient que quand il a gagné en 2013, c'était sa plus grosse victoire, parce qu'il a battu, il a réussi son plus gros challenge, quoi, de nous battre en fait. Et donc pour lui, c'est clair que c'était bien, pour nous un peu moins, mais comme on l'a eu l'année d'après, bon, j'arriverai à mieux dormir. Parce que c'est vrai que ça m'aurait vraiment embêté de terminer ma carrière et de dire que 2013 c'était notre dernière finale. J'aurais l'impression que les gens ils seraient rappelés que de ça en fait. De notre dernière défaite, je pense qu'à 90 ans, je serai encore au cimetière à dire « Ah, 2013, comment on a fait pour perdre ce match-là ?» Pourtant, en 2013, il y a votre panier décisif aussi. Tony Parker, il y a Chris Bosh devant lui, il est à 2 doigts de perdre le ballon, Tony. Et il le met. Oh, c'est pas possible. Incroyable. C'est pas possible. Incroyable. Le shoot. Il est sévèrement burné quand même, parce qu'il avait perdu la balle. Il la récupère et il va le mettre au buzzer l'animal. On a fait tout ce qu'il fallait pour gagner, c'est-à-dire qu'on a gagné le Game 1, on gagne le Game 3, on gagne le Game 5, c'est tous les matchs qui sont déterminants, que si tu gagnes ces matchs-là, 85% du temps, tu es champion NBA. Et bon, c'est comme ça le sport. Le Game 1, tu en parlais, ce panier à 5 secondes 6, là, où tu fais monter LeBron, en plus c'est lui, tu t'appuies sur le carreau et ça tombe dedans. Tu as changé de statut aux États-Unis avec ce panier, quelque part. Ouais, non, c'est vrai que ça faisait déjà, on va dire, je pense que ça a commencé vers fin 2011, où quand Pop il a décidé de me donner les clés de la maison. Et je pense que le jeu, c'est comme ça qu'après notre jeu, il a changé. On jouait beaucoup plus vite, transition, beaucoup plus de pick and roll pour moi. Et donc 2012, 2013, 2014, c'était, on va dire, les années où c'était mon équipe et
et je gérais le jeu. Et c'est vrai que ce tir-là m'a amené dans un statut où après les gens, il n'y avait même plus de questions que j'étais Hall of Fame et que je faisais partie des plus grands joueurs de la NBA. C'est vrai que ce tir-là, il m'a mis à un autre niveau. Tu viens de dire, Pop m'a donné l'équipe, jusqu'à là, donc maintenant, c'est qui le leader? Bon, je pense, de toute façon, le Big Three, on sera toujours leader. Mais je pense que c'est important maintenant pour nous de transitionner vers Kawhi, je pense. Parce que Kawhi, il est jeune et il a l'énergie et il peut nous porter tous les soirs au niveau de l'attaque. Après, on le fait ensemble, ça c'est sûr, on est une équipe. Mais je pense que c'est important que Kawhi il prenne les clés de la maison. Parce que Tim l'a fait avec Manu l'a fait avec moi et maintenant c'est Kawhi. Et je pense que c'est la clé de notre succès, toutes ces années, de gérer nos égos et de savoir quand c'est le moment d'un, et après l'autre il joue mieux. Je pense qu'on a fait. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, c'est leur problème, ils ont du mal à gérer les égos. Tu parlais d'égos, ici les égos, je crois que c'est la chose que vous mettez de côté. Totalement. Pop disait... C'est la clé de notre succès. Je crois que tu es le seul joueur qui a mis plus de 30 points une fois cette année, quelque chose comme ça. Il dit, mais moi quand je vois qu'ils vont mettre 30 points, je les sors. Non, c'est vrai, c'est ce qu'il disait dans les journaux. Il disait, il veut pas qu'on mette 30 points, comme ça on prend pas la grosse tête. Il disait ça dans les journaux, ça me faisait marrer. Ouais, mais je suis le seul, j'ai mis 2 fois 30 points cette année, Tim il a mis 1 fois, mais c'est vrai que c'est pas notre jeu, quoi. Notre jeu, c'est plus, on le fait ensemble, tout le monde touche la balle et tout le monde score, et c'est comme ça qu'on gagne. Est-ce que c'est frustrant par moment de pas non, parce qu'on gagne, Donc t'en prends même l'habitude après. Tu dis c'est pas grave. C'est vrai qu'avant, quand j'avais 25 ans, j'aimais bien mettre 30 points, 40 points. Tu as envie de montrer aux gens ce que tu peux faire. Mais maintenant, je suis dans un moment de ma carrière. Maintenant, je fais un point de ma carrière que maintenant, je préfère gagner et gagner des titres. Parce que quand tu prends ta retraite, ils ne se rappellent que de ça. Ils ne se rappellent pas de combien de fois tu as marqué 30 points ou 40 points. Ils vont juste dire, Tony, il a été 4 fois champion NBA, 1 fois champion d'Europe. C'est tout ce qu'ils vont dire. Et même si tu en as fait 6, ça rend les choses plus difficiles pour aller au All-Star. Ah bah oui, non, c'est sûr. Mais bon, j'ai eu de la chance d'y aller 6 fois. Donc 6 fois déjà, c'est énorme. C'est presque la moitié de ma carrière. Et même 2-3 fois, j'aurais pu y aller, mais comme la conférence Ouest, c'est très très dur. Donc non, moi je suis content avec le nombre d'All-Stars, parce que vu comment on joue, c'est clair que ça facilite pas. Est-ce que de parler de la transmission vers Kawhi Leonard, alors que les playoffs sont en train d'arriver, c'est pas un peu stratégique? Est-ce que c'est un peu réfléchi? Non, pas vraiment. Ça se fait naturellement en fait. Ça se fait naturellement. Après, je serai toujours là de toute façon pour l'aider, ça c'est sûr, parce que Tim et Manu ils vont prendre leur retraite avant moi, et donc moi je serai encore là quand Kawhi va vraiment monter, j'espère, un jour à un niveau de All-Star. Donc c'est pas stratégique, je pense que c'est naturel. Est-ce que c'est pendant ce moment-là que vous avez décidé avec Greg Popovich? Vous vous avez regardé l'entraînement, vous avez dit on va le donner à Kawhi. C'est ça l'histoire? Avec Pop, on a souvent des petites conversations comme ça où on parle un peu de toute l'équipe, tous les joueurs, voir qui est en forme. Comme moi, en tant que meneur de jeu, je suis son relais, on fait toujours un bilan sur l'équipe. Vous aimez bien vous mettre sur le banc? D'ailleurs, avant les matchs, de regarder un petit peu ce qui se passe. Je regardais, tu réfléchis un peu à ce qui va se passer, tu fais un petit point. En t'isolant. Tu as une routine qu'on voit en équipe de France aussi. C'est vrai. La relation avec Greg Popovich a beaucoup évolué en 14 ans. Avec Pop, au début j'étais on va dire comme son fils. Après, quand il m'a donné les clés de l'équipe, maintenant je trouve qu'il y a un respect mutuel et maintenant il me traite plus comme un enfant. Maintenant c'est homme à homme. Il en traite d'autres comme des enfants? Il a toujours on va dire, ceux qu'il aime bien crier dessus. C'est clair que moi je suis content d'être sorti de ça. Mais c'est vrai que pour Danny Green ou les autres, c'est vrai que ça me rappelle un peu moi mes 4 premières saisons. Mais il a toujours été comme ça, Pop. Il est très très dur. Il veut gagner et c'est un compétiteur. Et il serait prêt à faire tout pour gagner. Et donc maintenant dans notre équipe, on a des personnes qui ont un très très bon caractère et qui acceptent ça parce qu'on sait qu'à la fin de la journée, on veut gagner. Tout pour gagner, même utiliser toutes les règles, même le hack. Oui, Pop il fait tout, c'est clair. On l'a fait là, il n'y a pas longtemps, contre Houston. À 7 minutes 30 de la fin, vous commencez encore le hack. 4e. Il a commencé plus tôt que d'habitude. Ah oui, je te confirme. Sur le banc, on se disait, les pauvres fans, il va être long le hack là. C'est clair. C'est la règle existe. Ça a marché, il a fait 12 sur 26. La règle existe. Est-ce que c'est... Bon, c'est pas beau, c'est contre-basket à mon sens, mais
Un coach est là pour utiliser les règles du jeu. S'ils n'aiment pas et qu'ils changent la règle alors. Et si la règle elle est là, Pop il va l'utiliser, hein. Sûr. Ça on a vu, oui. Vous avez dit, ça fait un bout de temps que vous êtes en NBA maintenant. Est-ce que votre jeu est en train d'évoluer? Ouais, je pense que tu peux toujours progresser, toujours évoluer. Après, il faut qu'il s'adapte. Ouais, puis c'est aussi par rapport à ton rôle dans l'équipe aussi. C'est là aussi il faut que ça change. Parce que avant, on va dire, c'était Duncan qui avait tout le temps la balle, donc il fallait que je m'habitue à jouer par rapport à lui. Après, on faisait moitié-moitié avec Manu, pick and roll. Après, c'était moi, beaucoup de pick and roll. Maintenant, on poste beaucoup Kawhi, donc ça revient à l'époque où on postait beaucoup de team. Donc c'est à toi aussi de t'adapter. Est-ce que le teardrop, ton label, est ton baromètre? Ouais. Si c'est un match où je fais beaucoup de teardrop, c'est-à-dire que je suis agressif. C'est-à-dire que je suis agressif et que je suis bien physiquement. Si tu me vois prendre trop de tirs extérieurs, c'est que je ne suis pas très en forme. Donc j'essaie de m'en sortir sur ce match-là. Le meilleur basket au monde, joué par les meilleurs joueurs au monde. Tony, on va parler un peu de la déco de cette salle. Il y a énormément de choses. Ici, il n'y a pas tout, d'après ce que j'ai compris. Il y a tes maillots, des coupures de presse aussi. Et il y en a beaucoup, bien sûr, qui nous ont interpellés. Moi, j'aimerais qu'on revienne notamment sur le match à 55 points. C'est, j'imagine, un match qui vous a marqué. C'est un match particulier, hein, bien sûr. J'aurais jamais pu penser que je mettrais autant de points dans un match. Pourtant, j'aime bien tirer, j'aime bien mettre des points, mais c'est vrai que 55, c'est beaucoup. Et, match particulier, Manu était blessé, et 2 prolongations, et j'ai l'opportunité de faire quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs NBA qui peut dire qu'il a marqué plus de 50 points dans un match NBA. Est-ce qu'on compte dans sa tête, dans ces moments-là? Franchement, je ne suis pas un gars qui compte, mais comme il y a des prolongations et que je vois que je suis à 48, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être la première et dernière fois que je serai aussi près des 50. Donc il faut que je sois agressif dès le début de la deuxième prolongation. Et si tu regardes le match, les 2 premières actions, j'ai tiré. Parce que je me suis dit dans ma tête, j'aurais peut-être jamais l'occasion d'être aussi près de 50. C'est peut-être la seule fois dans ma carrière où je me suis dit, hein, j'aimerais bien passer cette barre-là. Ouais. Parce qu'après, généralement, non, je compte pas, je regarde pas. Tu regardes à la fin du match et tu dis, ah, t'as mis 30 points, 40. Mais c'est vrai que 50, c'est un chiffre particulier en NBA, 50. Kyrie Irving en a mis 50 face à vous? Ouais, contre nous, il était chaud, chaud à 3 points, il était chaud quand même presque. C'était un match particulier quand même? Ouais, c'était un gros match cette année-là, enfin c'était cette saison, hein. C'était un gros match, un gros match parce que nous on remontait en forme, on commençait à mieux jouer. Cleveland eux aussi, ils ont fait un mauvais début de saison et maintenant ils sont en forme. Et j'espère peut-être, hein, les rencontrer en finale, ce serait bien. Une carrière, Tony, s'est fait d'étapes, bon, vous appelez ça des milestones. Milestones. Hein. Est-ce que le match contre Gary Payton, contre Seattle, avec cette fameuse arrivée de contre-attaque, où tu le fais monter, tu pivotes, c'est un moment de ta carrière unique? Ouais, c'est vrai que cette série-là, ça m'a montré que je pouvais jouer contre les meilleurs meneurs de la NBA et que je pouvais peut-être devenir un jour un des meilleurs meneurs, si ce n'est le meilleur meneur de la NBA. Ce match-là, ça m'a donné assez de confiance pour dire que si lui, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, eh ben, moi, je peux rivaliser. Et donc, en plus, c'est à ce moment-là où j'ai vu le regard changer aussi de Duncan, de Popovic, où là, ils m'ont regardé et ils m'ont dit on a notre futur meneur pour les 10 prochaines années. Et c'est vrai que ça te donne de la confiance quand ta team et Pop qui te regardent comme ça et tu fais une grosse série parce que c'est pendant les playoffs hein, que les gens ils te jugent. Hein, et c'est bien pendant la saison régulière, mais c'est que pendant les playoffs que tu fais ta réputation. Et d'ailleurs, on a reçu Gary Payton qui a été adorable. Et qui nous en a parlé, parce qu'il a ses sentiments aussi. Ouais, il a été très élogieux. Oui, il dit que vous êtes le seul vrai meneur aujourd'hui. Ah ouais, ça va, c'est gentil. Ouais, mais de toute façon, moi je suis un grand fan de Gary Payton. Hein. C'était un de mes meneurs préférés. Quand j'étais petit, je le regardais beaucoup. Lui, Magic, Isaiah Thomas, on va dire, c'était les 3 meneurs que je regardais beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est vrai qu'il m'a aussi beaucoup inspiré. Et c'est vrai que jouer contre lui, j'ai été très motivé. Il y a une photo aussi où tu parlais d'inconscience tout à l'heure au début de ta carrière, c'est ton année rookie. Tu es face au Shaq. Tu es un des joueurs qui tombe le plus en NBA avec ton côté Iverson, hein, je vis au milieu des grands.
Quel est le plancher le plus confortable de Le nôtre, c'est Antonio. Il est habitué. Il est habitué. Non, mais c'est vrai qu'en NBA, tu joues contre quand même des gars qui sont athlétiquement assez hors normes, que ce soit Shaquille O'Neal ou Yao Ming. C'est vrai que ces deux joueurs-là, ils sont quand même assez impressionnants physiquement. Et le gros Shaq, c'était sympa de jouer contre lui, parce qu'en plus j'ai joué contre Shaq quand c'était Shaq qui courait comme moi et qui sautait super haut, et c'était incroyable. Ça t'a fait quoi de te retrouver dans le Shaq Tineful avec le fameux lancer franc? Mon super lancer franc, ça a glissé là. Ouais. Ah, j'ai reçu beaucoup de messages où je me suis fait un peu chambrer. Ouais. Ah, mais c'est marrant de temps en temps. C'est marrant de temps en temps de se faire chambrer. De toute façon, tu peux pas être tout le temps au top. Et c'est vrai que cette émission-là, elle est marrante. Et dans tous ces maillots, on va enlever ceux des Spurs. Quel est celui, si tu devais faire un classement? Je pense que chaque maillot a son moment, histoire, a son histoire. Chaque maillot, petit affect préféré. mon petit maillot à Fécamp, est-ce que c'est les débuts? Mon petit maillot à Mont-Saint-Aignan, où je suis en mini championnat de France, donc tu commences à prendre le basket plus sérieusement, et après tu arrives à l'INSEP. Donc là, l'INSEP, tu commences à te rendre compte que tu fais partie des meilleurs de ta génération, donc que peut-être je peux devenir. Parce qu'au début, c'était un rêve, mais c'est vrai qu'après, quand je suis arrivé en NBA, c'est devenu un objectif. Mais si je devais en choisir un maillot, un seul maillot, c'est dur. C'est dur de choisir un maillot dans tout cela. Mais ouais, je vais dire le maillot des Spurs, parce que c'est là où j'ai joué le plus longtemps. J'irais un A, le maillot des Spurs, un B, le maillot d'équipe de France. Beaucoup de 1B Eh oui. quand même. Parce que pour moi, c'est deux carrières différentes. Parce que pour moi, c'est deux familles. J'ai ma famille Spurs et ma famille équipe de France. Et les deux carrières ont été aussi importantes et m'ont apporté autant, les deux carrières. Donc c'est pour ça que j'attache aussi beaucoup d'importance à ma carrière avec l'équipe de France. Les autres. Ils font comme si les autres n'existaient pas. Ils sont trop jeunes pour conduire, trop vieux pour conduire. Les autres sont partout, mais surtout trop près de vous. Lane Assist maintient automatiquement votre trajectoire. En juin, le Tiguan IQ Drive avec technologie Lane Assist de série est à 350 € par mois. Portes ouvertes les 15 et 16 juin. Qui peut concurrencer la MAF? 200 € offerts si vous souscrivez une assurance auto-risque et une assurance habitation. Devis et conditions au 3015 et dans les agences MAF. Bonjour, je pourrais avoir une baguette s'il vous plaît? Craquante, rustique, multigraine. Alors 25 types de baguettes différentes. C'est très français. Ça c'est une chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Ça aussi c'est très français. On se ferait pas un petit resto? Rajoutez petit devant tout et n'importe quoi pour rendre ça plus sympathique. C'est très français. Oh là. Oh là là. Oh là là là. Plus il y a de là, plus c'est grave. Très français. En ce moment, la Toyota Yaris France Connect suréquipée, certifiée Origine France Garantie, est à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Tu savais qu'avec la convention obsèque d'Aviva, je suis couverte immédiatement. Et j'ai pas besoin de passer de visite médicale. Tu savais ça? Je peux voir ma chérie? Profitez de cette offre sur avivaobsèque.fr. Convention obsèque, parlons-en ensemble. La vraie force vient de l'intérieur. Nouveau SUV Citroën C5 Aircross. À partir de 249 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. Un mot sur un peu ce qui se passe en NBA en ce moment. Sur les point guards notamment, quels sont ceux qui t'impressionnent le plus cette année? Je pense qu'on est dans la génération dorée des meneurs. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de meneurs dans toutes les équipes. Chaque soir, c'est un meneur All-Star. C'est incroyable, surtout à l'Ouest. À l'Ouest, comme on joue 4 fois les équipes de l'Ouest, c'est assez incroyable. Et donc, c'est un challenge. C'est pour ça que tu joues en NBA. Tu veux jouer dans la meilleure ligue du monde contre les meilleurs joueurs. Et que ce soit les anciens meneurs, Gary Payton, Jason Kidd, Steve Nash, ou maintenant, on va dire après, il y a Chris Paul, Deron Williams, et maintenant les plus jeunes avec Westbrook, Kyrie Irving, Steph Curry. Ça n'arrête pas.
Et même quand tu joues des équipes, on va dire, soi-disant, qui sont en milieu de tableau, bah, c'est Eric Bledsoe, c'est Dante Exum de Utah, tu as les jeunes qui arrivent. Et dans chaque équipe, Ricky Rubio à Minnesota, même quand tu joues des équipes qui sont moins bien classées, ils ont toujours quand même un bon meneur. Et donc, Damian Lillard. Damian Lillard, ouais. Non, le niveau, il est très très relevé à l'Ouest. Qui sera MVP cette année? Qui sera MVP? Je pense Steph Curry. Je pense, même si James Harden, c'est très très fort ce qu'il a fait, parce que Dwight Howard, il a loupé, je crois, 23 ou 25 matchs, et ils sont restés deuxième pendant presque toute la saison. Et il a fait des performances quand même assez hallucinantes. Il mérite aussi. Mais pour moi, tu dois récompenser l'équipe qui est premier à l'Ouest. Et en plus, ils sont premiers et de loin. Ils ont quand même 10 matchs d'avance, ils ont quand même dominé la NBA. Et la conférence Ouest, c'est peut-être l'année la plus relevée de toute l'histoire de la NBA. Donc pour moi, tu dois récompenser Steph Curry. Et à l'Est, qui va sortir? À l'Est, bah, ça va être entre Chicago et Cleveland, je pense. Mais je pense que Cleveland, ils vont passer parce qu'ils auront l'avantage du terrain. Donc je pense qu'ils vont réussir à passer. Ça t'a interpellé, toi qui as les deux cultures, l'adaptation de David Blatt, t'as observé ça? Ouais, j'ai observé, bien sûr. C'est toujours intéressant de voir comment un coach européen va réussir en NBA. Et pour l'instant, il s'en sort très bien. Bon, après, ça aide quand t'as LeBron James. Oui, c'est vrai. Mais il a bien recruté, il a bien mis en place. Très bien. Ils ont fait des très très bons transferts en milieu de saison là, avec Mozgov, Eman Shepard, J.R. Smith, des très très bonnes additions. Et Mozgov, il l'avait avec l'équipe de Russie, donc il sait comment l'utiliser, il sait ses points forts. Et tu penses qu'aux Spurs, vous pourriez avoir un entraîneur européen un jour? Ouais, peut-être. Hein, ouais. Moi, je vois bien quand Pop est... Après Pop, il partira. Il vous a coaché 2 fois, Ettore, cette année. Ouais, 2 fois, ouais. Mais quand Pop, on verra. Je ne sais pas combien de temps il veut coacher. Est-ce qu'il partira quand il voudra, de toute façon. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc je ne sais pas. Je le vois encore au moins 1 an, je pense, Pop. Encore 1 an, peut-être 2. Et puis après, être plus comme Pat Riley, président des opérations basket. Et il ne voyage plus. Et il est là, donne ses conseils à la Jacques Monclar, quoi. Et je le vois plus faire ça, Pop, après. Encore 2 ans, et après, plus, il donne son avis et il peut prendre des décisions en haut de la chaîne, même s'il est en haut de la chaîne, et c'est quand même lui qui décide à la fin. Et peut-être pourquoi pas Ettore Messina reprendre la suite dans 2 ans, ce serait sympa. Il vous a apporté des choses cette année, Ettore? Ouais, bah là, tu sais, cette année, il est quand même encore un peu timide, quoi. Il veut pas marcher sur les pattes-bandes des autres. Et moi, Tim Manu, il a beaucoup de respect pour nous. Donc, nous, on le respecte énormément parce que moi et Manu, on a beaucoup de respect pour le basket européen. Donc, on respecte beaucoup son avis. Je pense pour que les autres joueurs, ils apprennent à le connaître. Mais ils respectent parce qu'ils savent que voilà, c'est le 2e coach le plus titré en Europe. Il a gagné 4 fois l'Euroleague. Donc, quand même, il a prouvé. Salle des trophées. Marie et Jacques, ils voulaient voir ma nouvelle bague. Ils n'ont pas vu la nouvelle parce qu'on l'a premier match de la saison. Donc ils ne sont pas venus depuis juin. Enfin surtout Jacques, il n'est pas venu depuis juin pour la gagner. Donc voilà la nouvelle bague de 2014. Une bague NBA. Tous les basketteurs, on joue pour gagner ça. Donc voilà Marie. C'est magnifique. Et c'est la plus belle? C'est le plus beau titre? C'est la plus belle bague? Elles sont toutes belles, hein. Elles sont toutes belles, hein. Franchement elles sont toutes belles. Donc généralement tu as ton nom sur le côté avec ton numéro. Et après, sur l'autre côté en fait, c'est la philosophie de Pop, tu sais, avec le rocher là, et You Pound the Rock, jusque ça casse. Et après il y a 4 diamants parce que j'ai gagné 4 titres. Ceux qui n'ont gagné qu'un, ils ont 1 diamant. Et après Tim et Pop, ils en ont 5. C'est par rapport au nombre de titres que tu as gagné après les diamants là. Tu vois les diamants là, moi j'en ai 4, j'ai pas de diamants sur celui-là. Et c'est sa philosophie, où tu tapes le rocher, tu tapes le rocher, tu tapes le rocher, il casse pas. Et le moment où tu tapes et il casse, c'est pas parce que tu as tapé ce moment-là, c'est toutes les fois que tu as tapé qui fait que le rocher a cassé. Et donc c'est ça, tous les entraînements qu'on fait, il faut tout le temps s'entraîner, Et le jour où tu mets le tir, c'est pas parce que tu avais fait un bon jet, c'est parce que c'est tous les entraînements qu'on a fait, tous les trucs, c'est un peu sa philosophie, quoi. C'est la philosophie des Spurs. Quand tu rentres dans une salle d'entraînement, tu vois le rocher avec le hammer, il est dedans. Et donc voilà, j'ai gardé tous mes maillots des finales en fait. Ça, c'est tous les maillots des finales NBA en fait. Donc t'as 2003, 2007 et après All-Star. Quand t'es All-Star, j'ai gardé le maillot et t'as une bague aussi quand t'es All-Star.
destination unknown. And then she said, let's go home. On peut parler aussi d'un autre bonheur qui est arrivé cette année. Tony, vous avez une famille maintenant, Josh, votre femme. Est-ce que ça change beaucoup aussi dans votre quotidien de sportif? On a pu vous voir écrire sur les réseaux sociaux, ma famille me manque, etc. C'est un vrai changement aussi dans c'est clair que ça change, hein, ça change. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais avoir un enfant tôt. Mais maintenant, je suis content de l'avoir eu à 32 ans parce que c'est vrai qu'avec le basket, l'équipe de France, j'aurais loupé pas mal de choses. Et donc maintenant, de l'avoir en fin de carrière, je pense que c'est mieux, parce que comme ça, il aura 6-7 ans quand je prendrai ma retraite, donc je ne louperai pas grand-chose de sa vie. Donc c'est vrai que tu as envie d'être présent. Si tu fais des enfants, c'est quand même pour être là un peu, donc de le voir grandir. Et donc on a envie d'être des parents qui participent. Donc c'est vrai que par rapport à ta carrière, ça, tu regardes différemment, tu essaies d'être plus disponible. Donc moi, j'ai toujours dit que je voulais arrêter l'équipe de France après Rio. Donc il aura 2 ans, donc je serai là pendant les étés pour passer beaucoup de temps avec lui. Oui, bah, tu parles de l'équipe de France, là aussi il y a un back-to-back. Ouais, gros back-to-back qui va être difficile. Alors, on va mettre ça, d'abord faire un back-to-back en équipe nationale, c'est très dur. Et ensuite, il n'y a pas une équipe nationale qui a gagné son championnat d'Europe à domicile depuis 1993 et l'Allemagne. Ouais. Le défi est d'importance, mon cher. Je connais toutes les stats, je connais l'engouement qu'il va avoir, il va être énorme. C'est génial pour le basket français déjà d'avoir un euro à domicile. Il faut féliciter Jean-Pierre. C'est rare, Jean-Pierre Suta, il a fait du très très bon boulot. C'est rare en tant que joueur que tu peux faire une compétition internationale à domicile. Donc on a vraiment une chance. Maintenant, c'est à nous de la saisir et de ne pas se laisser tétaniser par l'événement et toute la pression qu'il va avoir. Je pense qu'on a l'équipe qu'il faut pour gagner. Maintenant, c'est la première fois qu'avec l'équipe de France Basket, quand même, qu'on a un statut de favori. On a toujours eu un statut de on n'a rien à perdre. De toute façon, c'est l'Espagne, les Serbes qui sont plus forts. Là, tout le monde va nous attendre au tournant et on sera l'équipe à battre. Donc il va falloir être prêt. Et qui, à ton avis, tu as cité l'Espagne et les Serbes? Bon, l'Espagne, les Serbes, ils seront toujours là, la Lituanie, la Slovénie. Je pense que de toute façon, sur un championnat d'Europe, tout le monde peut être battu sur un match. Tout le monde, même nous. Il n'y a pas d'exception. Regarde l'Espagne, comment ils ont perdu contre l'équipe de France, où 3 jours avant, ils leur mettent 30 points. Comment vous avez vécu Donc ce en 3 jours, tu ne vas pas me dire que l'équipe de France a progressé énormément. C'est qu'une question dans la tête, l'événement, la pression. Bon, après, c'est clair qu'ils ont un peu disrespecté l'équipe de France, ils ne les prenaient pas au sérieux. Donc c'est à nous maintenant de prendre tous nos adversaires sérieusement, parce que sur un match, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe de France d'ailleurs? C'était énorme. Franchement, moi j'étais fier d'eux. C'est très très bien ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est à nous de concrétiser avec une nouvelle médaille d'or cet été. Vous avez des Français qui brillent en NBA. On allait en parler. Est-ce qu'il y a un nom un Français qui vous a impressionné cette Impressionné, Rudy Gobert. Rudy Gobert, il est très très bien cette année. Il joue bien, il progresse, il commence à prendre plus d'importance dans l'équipe. Il est titulaire maintenant, donc ça peut être que bénéfique pour l'équipe de France. Donc ça, c'est des bonnes news. Après, Boris, Norma, il fait du Boris, il fait une très très bonne saison avec nous. Nicolas, un peu moins dedans. Il dit qu'il est fatigué mentalement, ça peut arriver. Mais je sais qu'il sera prêt pour l'équipe de France. Evan Fournier, qui a fait un très très gros début de saison. Après, il a été un peu blessé, mais là, il revient sur les derniers matchs. Et après, Yann fait des bonnes choses avec Indiana. Il fait des bonnes choses. Kevin, il a fait des bonnes choses, mais il ne joue pas régulièrement. Mais globalement, les Français, on a la cote NBA, ça va. Joachim qui a décidé de ne pas venir. Et Joachim, malheureusement, qui a décidé de ne pas venir, ça c'est vraiment dommage pour nous. J'aurais bien voulu jouer une dernière fois avec lui. J'avais pris beaucoup de plaisir de jouer avec lui en 2011. Et voilà, c'est un choix de carrière, c'est son choix. On a de la chance avec l'équipe de France que on a Rudy Gobert, on a Alexis Aginsa, on a Geoffrey Lauvergne, on a plein d'intérieurs. À l'époque, on avait 0 intérieur. À l'époque, quand j'ai commencé l'équipe de France, maintenant on en a trop maintenant. Mais bon, c'est un bon problème de riche à avoir. Moi, je suis content. Parce que Geoffrey Lauvergne, il est adorable, il est trop sympa comme gars, il adore l'équipe de France, il est super motivé. Donc Geoffrey, il va faire du bon boulot pour nous. Et puis Alexis aussi, Alexis il est très bien. Il ne faut pas oublier qu'Alexis c'était quand même le pivot titulaire quand on a été champion d'Europe. Alexis, quand Anthony Davis était blessé, il enchaînait les bonnes performances. Donc Alexis,
Et il est très très bon aussi. Hein. Donc avec Rudy, Alexis et Geoffrey, on a ce qu'il faut. Et puis s'il y a un problème en 5, on peut toujours mettre Boris. Finalement, et on peut toujours mettre Boris. On peut toujours mettre Boris. On peut toujours mettre Boris en pour solution. Un petit moment. Pour un petit moment, non, c'est sûr, c'est vrai en plus. Hein. Avec Boris, même Flo, hein, quand on a battu l'Espagne en 2013, on était avec Flo et Bobo hein, pendant longtemps hein, sur le terrain. Ils tournaient autour de Gasol. Ils allaient au Gasol. charbon. Hein. C'est Flo qui prenait Marc Gasol. Hein, et puis il fait une bonne saison là, avec Nancy, donc c'est bien ce qu'il fait. Est-ce que les Français de NBA discutent beaucoup avec vous? Ouais, bien sûr. Moi et Boris, on fait toujours un effort pour les accueillir, pour souhaiter la bienvenue. Moi, j'ai dîné avec tout le monde ici. Je les invite toujours à la maison. On fait le rôle de grand frère. Je trouve que c'est normal de bien les accueillir. Et ça les motive en plus? Ouais, bien sûr, ils veulent tous avoir la même maison, mais je leur dis, vous avez une longue route, les gars. Vous avez une longue route. Vous avez une longue route. Il y a des belles photos aussi en équipe de France, Tony. Ouais. Moi, une de mes préférées, c'est celle-là. Ah, quand c'est qualifié pour les JO, ouais. Ouais, la joie, et puis aller dans le public avec tout le monde, fêter ça avec tes proches, avec la famille, c'est bon moment. Parce que pendant longtemps, on n'a pas eu beaucoup de bons moments avec l'équipe de France, donc il fallait en profiter. Et bon, c'est vrai que maintenant, depuis 2-3 ans, on a beaucoup de bons résultats, donc on a plein de bons moments maintenant avec l'équipe de France. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu spécial parce qu'on se qualifiait pour les JO, et 2004 et 2008, on avait loupé. Les Jeux Olympiques, c'est quoi pour vous? Ouais, non, les JO, c'est énorme, c'est un truc à faire. Tu peux pas faire une carrière de sportif et pas faire les JO. Donc c'était vraiment un objectif pour nous avec l'équipe de France de se qualifier pour les JO et de vraiment au moins avoir une expérience. Et maintenant qu'on a eu l'expérience des JO, maintenant on a envie d'y retourner et avoir une médaille. Se tremper dans la vie olympique française, dans la famille olympique, sentir peut-être que tu représentes pour le sport français, c'est peut-être un révélateur. Ouais, c'était super sympa. C'était sympa de voir l'engouement, de voir tous les sportifs autant te respecter. C'est vrai que moi j'ai du mal toujours à voir un peu l'impact qu'on a, nous les joueurs NBA, parce qu'on est aux États-Unis pendant toute l'année. Donc d'être là au milieu de tous les sportifs et de voir qu'ils adorent ce que tu représentes et ce que tu fais pour la France, c'était une bonne expérience. C'était énorme d'être avec eux tous les jours. Un mot sur Boris, qu'on a croisé hier et qui a une petite question pour vous. Boris? Ouais, Tony. Je vous laisse faire. Qu'est-ce qu'il a dit comme bêtise encore? Bon, Tony, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on joue ensemble. On revient à l'INSEP, l'équipe de France, même en club. On a fait les 400 coups ensemble. Donc, je sais pas quand c'est que tu as prévu, mais il faudrait qu'on arrête ensemble. Donc, si tu pouvais me donner une date, savoir à quelle heure on finit, quoi. À quelle heure on finit? Ben, c'est une très très bonne question, ça. Une très très bonne question. Des fois, je me dis, dans 3 ans, j'ai encore 3 ans de contrat après cette année, donc je me dis dans 3 ans. Mais après, je me dis, je fais tellement un job fabuleux et je suis tellement bien à San Antonio. Pourquoi pas faire 20 ans en NBA? C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre. Je me dis 20 ans. J'ai commencé à 19 ans, terminé à 38, pourquoi pas. Donc encore 6 ans. Je ne sais pas si Boris il me suivra jusqu'à 6 ans. Je pense que Boris, il aura envie de partir après les 3 ans, là, partir sur son bateau et faire le tour du monde. On verra. Je pense que ça va dépendre de comment je me sens physiquement, si je prends toujours autant de plaisir. C'est comme Duncan, je ne pense pas que lui, il est prévu de partir à 39, 40, mais comme on gagne, il reste. Donc on va voir. On va voir. En tout cas, je ferai les 3 ans. Et après, j'aurai 35, et puis après, on verra. Il vaut mieux une fin à la David Robinson qu'une fin à la Steve Nash. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je préfère une fin à la Robinson que à la Steve Nash, mais je pense que je peux être encore performant à 38 ans. Steve Nash, il était All-Star à 38 ans. Mais c'est rare chez les meneurs. Et, ouais, mais je sais, c'est beaucoup plus dur que les grands. Je sais, tout le monde le sait, c'est prouvé historiquement. Je sais que c'est plus dur pour les meneurs de jouer plus longtemps. Mais si je peux faire une Steve Nash jusqu'à 38 et pas jusqu'à 41, pourquoi pas? Mais non, je pense pas que j'espère que je prendrai la bonne décision et que je ferai pas les années de trop, on va dire. Parce que c'est vrai que des fois, quand c'est un peu triste comment Steve Nash il est parti, c'est sûr, même si ça n'enlève en rien. Ça enlève en rien la carrière qu'il a eue. Mais c'est vrai que c'est un peu triste et que je préfère sortir comme Robinson que lui, ça c'est sûr. Robinson, il est parti sur un titre. Il est parti sur un titre, à 38. Si, monsieur, je suis au courant. C'est pour... Ah, mais c'est pour ça que je me dis 38, c'est bien. 38, c'est bien. C'est rond, c'est sympa. Ouais, c'est bien. 38, ça fera 20 ans. C'est parfait. Donc je me dis, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour... jouer jusqu'à 38. Non. Okay.
Un back-to-back, ouais. Un back-to-back avec les Spurs et puis l'équipe de France aussi, parce que ce serait vraiment, vraiment spécial de gagner à la maison. Merci Tony. Ben, merci à vous. C'était plaisir. Ouais.